Bonjour à tous. Mon nom est Serge Kebatchev, je suis directeur des éditions SK et je suis très heureux d'accueillir les trois intervenants de ce webinaire et les déjà 45 participants sur plus d'une centaine qui se sont déjà inscrits. Ce webinaire est organisé à l'occasion de la sortie d'un livre rédigé, écrit et conçu par Mathilde Lagus, qui s'appelle Apprivoiser l'iceberg émotionnel, qui vient de paraître aux éditions SK et qui est diffusé dans toutes les librairies de France et de Navarre en version et à l'étranger, en version brochée et en version numérique. Alors pourquoi ce livre? C'est un sujet qui interpelle, le coaching, la gestion des émotions. Ce n'est pas un sujet habituel pour un éditeur, je dirais, de gestion, puisqu'on est éditeur à la fois de livres de médecine, mais également de livres et de revues de médecine et de gestion. Donc, on est habitué à parler de marketing, de gestion des ressources humaines, mais pas beaucoup des émotions. C'est un sujet qui interpelle parce que on s'aperçoit que quand on fait des ouvrages ou des congrès médicaux, que les médecins sont habitués à prescrire des médicaments, mais quand on parle d'homéopathie, de sophrologie, etc., on a beaucoup moins d'écoute. Et pourtant, on s'aperçoit que, je veux dire, l'homéopathie, malgré son interdiction continue d'être utilisée, la sophrologie est utilisée. On constate également que on consacre beaucoup de moyens dans l'entreprise pour faire appel à des consultants. Moi, je travaille avec des sociétés comme Accenture, Ernst & Young, McKinsey, etc. Mais on s'aperçoit que pour la gestion des émotions, on ne prête pas l'attention qu'on pourrait. Alors, c'est aussi pourquoi j'ai fait ce livre, j'ai édité ce livre, parce que l'auteur m'a interpellé. Si on trouve des ingénieurs qui construisent des centrales nucléaires, qui dirigent ou travaillent dans des laboratoires pharmaceutiques comme Mathilde Lagus et comme Solange Arnaud, on en trouve aussi qui sont évêques ou chefs d'orchestre, toutes des situations qui sont des situations de premier plan, je dirais. Et on s'aperçoit que peu d'ingénieurs ou de grands cadres choisissent une situation en retrait, anonyme, à l'écoute individuelle des personnes. Et ceci m'a intrigué parce que ce n'est pas un chemin qui est habituel. Enfin, je dirais que la personne est importante quand on fait un livre. Et c'est sûr que quand j'ai rencontré Mathilde Lagus, je me suis rendu compte que j'avais en face de moi une fondatrice, un entrepreneur, une femme très intelligente, maîtrisant magnifiquement son métier, exigeante, ayant une vie de famille aussi intéressante et importante. Et évidemment, ça m'a séduit et j'ai décidé de faire ce livre. Alors, ce n'est pas une initiative qu'individuelle parce que je participe à une association qui s'appelle Astrée, qui a été fondée par Gilbert Coteau en 1987, qui avait fondé préalablement SOS Village d'enfants et qui a été et qui a été dirigé par Bertrand Collomb pendant 20 ans. Et en étant modestement à l'intérieur de ce conseil, je me suis rendu compte qu'il y avait 1000, comment dirais-je, bénévoles qui s'occupaient de milliers de personnes, y compris des enfants à l'école qui sont maltraités ou qui sont en solitude. Vous savez, le garçon qui est tout seul dans sa cour, etc. Il y a des gens qui s'occupent de lui et des gens qui commencent, je dirais, des enfants, y compris, par exemple, des élèves de 3e s'occupent des enfants de 4e et de 5e. Les terminales s'occupent des 3e, etc. Et pour les plus âgés, dans les hôpitaux, il y a des gens qui visitent, il y a des chômeurs qui sont en difficulté, il y a des gens dans la rue qu'on accompagne également. Donc, je me suis dit que c'était quand même un sujet qui m'intéressait. On consacre beaucoup de moyens, comme je l'ai dit, à s'occuper des gens et l'entreprise est rude et solide, mais les hommes et les femmes, à mon avis, sont fragiles et c'est bien que des professionnels et des gens de très haut niveau puissent s'intéresser à ces populations. Et donc, ce livre répond, à mon avis, à plein de questions. C'est un guide, c'est à l'usage des professionnels, mais c'est également à l'usage de tout à chacun et répondre à toutes les questions importantes. C'est qui, quand, pourquoi, comment interviennent les coachs et les accompagnants. Les intervenants de ce webinaire sont Mathilde Lagus, qui est
l'auteur. Elle est ingénieure polytechnicienne, elle est coach et psychothérapeute. Elle a passé la première partie de sa carrière dans l'industrie pharmaceutique avant de se former au métier de l'accompagnement et de créer son entreprise. Je propose que les deux autres intervenants sont Solange Arnaud, qui est également ingénieure polytechnicienne, fondatrice du réseau Médoucine, qui est un réseau de médecine douce, mais peut-être qu'elle pourra se présenter un peu mieux. Et ensuite, Olivier de Coniou, qui est lui également ingénieur et polytechnicien, qui est fondateur et CEO de l'Espace Dirigeant et qui accompagne des hauts dirigeants, et peut-être pas que des hauts d'ailleurs, mais il se présentera également. Je passe la parole à Mathilde Lagus. Écoutez, merci beaucoup Serge pour cette introduction. Merci beaucoup aux éditions SK et ma édition de m'avoir donné l'opportunité d'écrire ce livre et de participer à ce webinaire aujourd'hui. Je suis très honorée, très contente d'être là. Je vais peut-être commencer par me présenter un tout petit peu quelle est ma démarche en fait. Donc comme Serge l'a dit, moi je suis ingénieure de formation. Je suis issue d'un environnement où on mettait beaucoup l'intellect et les idées en premier plan. Et donc voilà, moi j'ai du plaisir à apprendre, à réfléchir, à assembler des idées ensemble. J'ai été formée comme ça. Et en même temps, je me suis toujours beaucoup questionnée sur le sujet de la santé. Qu'est-ce qui fait qu'on va bien ou qu'on va pas bien? C'est pour ça que j'ai eu envie de m'approcher du domaine de la médecine. Alors, je ne suis pas devenue médecin, mais j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique et en me posant cette question, comment on aide les gens à aller mieux? Et l'industrie pharmaceutique fait ça avec des médicaments et avec des soins prodigués par des médecins. Il y a un volet très, très scientifique, on fait des études, on réfléchit. Et puis, par ailleurs, ça me questionnait parce que les statistiques, les études scientifiques, ça ne répondait pas à toutes les questions. Il y avait des gens qui guérissaient pas, alors qu'ils avaient été soignés a priori de la meilleure façon. Et puis, il y avait des gens qui guérissaient sans avoir forcément reçu les soins qu'on considérait comme les meilleurs. Donc, tout ça, ça me questionnait. Je me disais, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut aller regarder sous la surface? Par ailleurs, moi, j'avais commencé à travailler sur moi très tôt, à l'âge de 19 ans. Un jour, quelqu'un m'avait dit, tu devrais aller consulter une psy. Je disais quoi, une psy? Je ne savais pas ce que c'était. Et puis, j'ai assez vite constaté que c'était utile, en tout cas que c'était utile pour moi et potentiellement pour d'autres personnes. Donc, toutes ces expériences conjuguées ont fait qu'à un moment, j'ai vraiment eu envie d'aller explorer encore plus loin ce truc de qu'est-ce qui fait qu'on peut aller mieux au-delà des paramètres physiologiques. Ça, c'est vraiment le volet scientifique, la médecine, les médicaments. Ils font ça très bien. Moi, je ne suis pas médecin, je vous l'ai dit. Mais moi, j'avais envie d'aller regarder de l'autre côté qu'est-ce qui fait la manière dont je me relie à moi-même, aux autres, la manière dont je conçois ma vie, dont je réfléchis sur moi, comment ça influe sur ma capacité à guérir, à tomber malade, à ne pas être malade, sur ma capacité à recevoir les soins, etc. Donc, j'ai vraiment eu envie d'explorer ça et j'ai eu l'opportunité de le faire. Donc, je me suis formée et j'avais envie d'explorer à la fois le domaine individuelle, la psychothérapie, et puis le domaine professionnel, parce que par ailleurs, en entreprise, donc j'avais eu le temps de travailler 10 ans en entreprise, j'avais remarqué que mes connaissances scientifiques, tout ce que j'avais appris pendant mes études, ça contribuait finalement pas beaucoup à mon travail en entreprise. C'était une petite partie et que tout le reste, c'était quand même une grosse partie de relations humaines et de comment on s'entend les uns avec les autres et comment on se comprend parce qu'on ne parle pas tous la même langue, on utilise les mêmes mots mais pas pour dire la même chose et que ça crée beaucoup de malentendus et parfois beaucoup de souffrance et parfois beaucoup de frustration chez des gens qui par ailleurs avaient tous envie de travailler mais qui ne remettent pas forcément dans la même direction sans s'en rendre compte. Et j'ai eu envie d'accompagner ça aussi. Donc voilà, j'ai fait cette formation, puis j'ai démarré mon activité avec beaucoup de plaisir et à la fois j'étais très impressionnée par l'ampleur de la tâche et tout ce que je rencontre. Moi, je suis assez fascinée par tout ce qui anime les gens, tout ce qui fait qu'on se lève le matin, tout ce qui fait qu'on n'a pas envie de se lever le matin, tout ce qui fait qu'on a du plaisir à faire des choses ou tout ce qui fait qu'au contraire, on peut vivre
nos journées comme des choses lourdes et pesantes et subir. Donc, ça me paraissait un sujet assez immense à aborder. Pourtant, voilà, je me suis lancée. J'ai commencé à expérimenter mes compétences et les résultats de ça. Et puis, j'ai été contactée par les éditions ESCA, à ma grande surprise. Donc, voilà, merci encore, Serge. Et ils m'ont proposé d'écrire ce livre, ce qui m'a beaucoup questionnée, parce que je me sentais pas forcément... Enfin, je ne m'étais pas posé cette question avant. Je ne me sentais pas forcément légitime de me placer dans une position d'expert. Et en même temps, je me suis dit, est-ce que j'ai des choses à dire? Je me suis dit, oui, j'ai des choses à dire. J'ai constaté plein de choses. Il y a plein de messages que j'ai envie de partager et plein de choses que j'ai envie de faire savoir pour aider chaque personne à se sentir mieux dans son travail, à se sentir mieux dans sa vie quotidienne et du coup à offrir plus à son environnement. Donc, je me suis lancée dans l'écriture de ce livre et je suis vraiment contente de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, voilà en gros mon histoire. Voilà pourquoi, peut-être avant de passer la parole aux autres intervenants, juste pourquoi ce titre, Apprivoiser l'iceberg émotionnel? Parce que ce qui me questionne beaucoup, et je pense qu'il me questionnera toute ma vie, c'est quel est le rapport ou quelle est la différence entre ce que je vois d'une situation, ce que j'en sais, ce que j'en entends, ce qu'on m'en raconte, et puis ce qui se passe réellement. Quel est le rapport entre le problème qu'on m'apporte, la souffrance de la personne qui vient me voir en me disant « j'arrive pas à ça ou ça » et la réelle nature de son besoin et de sa difficulté. Et des fois, ça ne se situe pas du tout au même endroit. Des fois, on ne parle pas du tout de la même chose. Et des fois, c'est ça que je trouve incroyable, par exemple, avec la médecine chinoise. On arrive avec un problème, je ne sais pas, le nez bouché, puis l'acupuncteur, il va nous mettre une aiguille dans le gros orteil. Et ça va résoudre notre problème de nez bouché. C'est-à-dire que la résolution du problème ne se situe pas du tout à l'endroit où nous, on a le symptôme, où on ressent la souffrance. Donc, moi, c'est un peu la même chose, ce que je fais. Et c'est vraiment ce message-là que j'avais envie de faire passer. C'est attention à ne pas regarder de trop près ce problème-là, mais plutôt à aller regarder un peu de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il me raconte que je ne vois pas? Qu'est-ce qu'il désigne de mon histoire qui est beaucoup plus important, beaucoup plus problématique et auquel je n'ai pas accès directement. Et j'ai besoin de ce symptôme pour y accéder. Par exemple, je prends souvent l'exemple de la cigarette, du tabac. Vous connaissez certainement tous quelqu'un qui fume. On est aujourd'hui dans notre société dans une situation où on admet communément, d'une part, que ce n'est pas bon pour la santé de fumer, et d'autre part que ce n'est pas facile d'arrêter de fumer. Donc, on admet que ce n'est pas parce qu'il suffit de comprendre qu'on n'a pas besoin de fumer et de décider d'arrêter de fumer qu'on arrête de fumer pour autant. C'est-à-dire que là, on admet communément qu'il y a des instances invisibles, inconscientes à l'intérieur de nous qui ne sont pas raccord avec notre décision. Ma tête dit je ne veux plus fumer, ce n'est pas compliqué, il suffit que je ne fume pas, en fait, il suffit que j'arrête de prendre une cigarette dans mon paquet. Et puis, par contre, il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur de moi qui prend le pouvoir et qui prend le paquet, qui prend la cigarette et qui l'allume. Et puis, il y a un dialogue à l'intérieur de moi de quelqu'un qui va dire mais vraiment, tu es nul, tu avais décidé de ne pas arrêter de fumer, pourquoi tu fumes? Et puis quelqu'un qui dit non, mais ça va, lâche-moi la grappe, j'ai besoin de me détendre, là, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, etc. Enfin, vous connaissez ça très bien. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de répondre au problème comment on arrête de fumer, mais plutôt de dire qu'est-ce que la personne à l'intérieur de moi qui prend cette cigarette a à raconter, de quoi elle a vraiment besoin et comment on peut répondre à ce besoin pour qu'elle arrête de prendre une cigarette. Voilà. Dans cet exemple, Pardon? Ce qui interpelle aussi dans cet exemple, c'est qu'il y a des gens qui s'arrêtent et d'autres qui ne s'arrêtent pas. Oui, et ça, c'est aussi quelque chose que je raconte dans mon livre, c'est que le succès apparent est parfois un succès, et parfois pas un succès, et parfois quelque chose de bien pire. Et pour ça, je prends l'exemple des régimes amaigrissants. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, voilà, j'ai des kilos en trop, j'ai envie de maigrir. Je simplifie beaucoup, hein, je détaille un peu plus dans le livre, mais donc il suffit que je mange comme ci, comme ça, comme ça. Et en général, les régimes amaigrissants, à court terme, ça marche. Les gens sont contents, ils ont perdu un certain nombre de kilos, ils se regardent dans la glace, ils se plaisent plus, ils sont hyper fiers d'eux. Donc voilà, succès apparent. Sauf que quand on regarde 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, en général, les kilos sont revenus. En général, ils sont revenus plus nombreux qu'avant.
Et en général, ce qui est revenu aussi, c'est le déficit d'estime de soi encore plus important qu'avant, c'est-à-dire encore plus de honte, encore plus de culpabilité, encore plus de sensation d'échec. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'aider les gens à résoudre le problème apparent, mais plutôt d'essayer de comprendre quel est le problème invisible qui crée le problème apparent. Et quand j'ai compris, et dans le cas du surpoids, c'est toujours très, très compliqué, il y a toujours beaucoup de paramètres impliqués, dans le cas de la cigarette aussi, mais quand j'ai compris quel est ce problème invisible qui crée le symptôme apparent, dans ce cas-là, on a beaucoup plus de chances d'accéder à un résultat durable. Alors, ça prend plus de temps d'accéder à ce résultat durable, mais après, on s'en réjouit un peu plus longtemps. Je peux juste montrer peut-être les petites diapos Ah oui, il faut montrer les de la diapos. bande dessinée qui est cachée sur la couverture là, du livre. Puis après, je vais passer la parole à mes coéquipiers. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Donc, voilà, le problème apparent, hein, c'est je fume, c'est je suis trop gros, ou j'ai l'impression d'être trop gros, c'est je me mets en colère et je crie sur mes collègues alors qu'il n'y a pas de raison et que j'aimerais résoudre les situations dans la non-violence, c'est je procrastine, c'est tout un tas de choses que vous connaissez. Vous avez forcément un problème apparent à vos yeux que vous essayez de résoudre. Et puis en dessous, l'iceberg émotionnel. Et ce que peut nous proposer aujourd'hui le monde du développement personnel, c'est souvent, il y a plein de méthodes qui fleurissent. C'est une méthode exactement adaptée pour mon problème apparent. C'est-à-dire que je vais t'apprendre à organiser ton temps et tu n'auras plus de problème de procrastination. Je vais t'apprendre à manger comme il faut, équilibré à chaque repas, et tu verras, tu vas perdre tes kilos en trop. Je vais te mettre des patchs et des machins et tu verras, tu fumeras plus. Et c'est des choses qui marchent. J'ai rien contre ces méthodes en soi. Moi, ce qui m'interpelle, enfin, ce qui m'inquiète, c'est qu'elles ne prennent pas en considération la partie invisible du problème et qu'on se retrouve souvent dans cette situation-là. C'est-à-dire que le problème a disparu, je fume plus, ou j'ai perdu mes kilos, ou je m'organise beaucoup mieux. Mais par contre, il y a autre chose qui apparaît, qui refait surface dans ma vie, puisqu'on applique le principe d'Archimède, hein, l'objet flottant remonte à la surface, il y a de nouveau une partie émergée de l'iceberg, qui est souvent beaucoup plus grosse, beaucoup plus compliquée à aborder que la précédente, en fait. Donc, j'ai un autre problème qui va me conduire souvent à avoir une image de moi-même encore plus mauvaise, à cultiver encore plus de honte, de culpabilité ou de peur de l'échec, voilà, et à m'attaquer encore plus moi-même de façon insidieuse. Donc, c'est ça que j'essaye de prévenir, en fait, avec ma démarche et avec ce livre. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais arrêter de partager. Et puis, je vais passer la parole je vais oui, à Solange ou à Olivier. Qui est-ce qui a envie de… Allez, Ok. Solange, ton micro est ouvert. Je te passe la parole. Si tu veux Ok. bien commencer par te présenter. Oui. Bonjour, merci Mathilde pour cette occasion d'être ce matin avec vous. Je suis très fière, honorée que tu m'aies demandé ça et d'autant plus qu'évidemment ce que tu fais résonne beaucoup avec mon activité. Donc en un mot, tout à l'heure Serge l'a évoqué, je suis la fondatrice de Médoucine qui est en fait un réseau de praticiens sélectionnés dans les médecines douces, donc qui justement accompagnent les personnes vers plus de santé, de bien-être au quotidien. Donc les médecines douces, c'est l'ostéopathie, l'hypnose, la sophrologie, naturopathie, médecine chinoise, comme tu le disais. Et l'objectif, c'est vraiment d'aider les personnes à se sentir mieux avec toutes ces pratiques dans leur quotidien, sachant que comme c'est peu réglementé, on sélectionne en fait les personnes qui rejoignent notre réseau. Voilà. Un petit mot. Et ce que je vous propose de partager ce matin, c'est rapidement mon histoire et en quoi ça fait écho justement avec ce que tu viens de décrire, Mathilde, à pas mal de niveaux, et y compris justement dans mon job maintenant de fondatrice et du coup de gestionnaire de Médoucine, qui est aujourd'hui une entreprise qui est plus de 20 personnes, on va dire, entre 20 et 25 personnes. Donc, ça commence à compter. Voilà. Donc, ma petite histoire personnelle, c'est au départ une histoire de bonne élève, tranquille, qui fait le mieux ce que je peux. Et donc, c'est bien, ça se passe bien. Et du coup, j'atterris à l'X. Et là, j'ai, comme toi, envie d'aller dans le monde de la santé. Et je m'y intéresse, en fait, vraiment sous un angle très scientifique. Au départ, mécanistique, avec le décryptage du génome. Et à l'époque, la promesse qu'on allait sauver le monde du cancer
de toutes les maladies grâce à la science. Et puis, on s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça, cette histoire de génome. Et moi, personnellement, j'ai évolué aussi, puisque j'ai commencé d'ailleurs dans les technologies vraiment, puis la biotech, puis la pharma. Et donc, je suis allée vers des choses de plus en plus complexes. Je me suis rendu compte que la médecine était un art, plus qu'une science, très franchement. Et parce que, en fait, l'être humain est beaucoup plus complexe que prévu, tu en as bien parlé tout à l'heure. Et du coup, que cette partie émotionnelle, en vérité, elle était au moins aussi importante que le rationnel duquel je venais. Mais en parallèle de ça, du coup, je me retrouvais avec un beau poste dans l'industrie pharmaceutique. Et là, je vis ça vraiment comme je suis un rouage d'une grosse machine, quoi, hein, grosse boîte, poker face, un peu coupée de mes ressentis, parce que c'est pas vraiment ce qu'on me demandait. Et puis, personnellement, je suis assez à l'aise en mode machine. C'est assez, pour moi, c'est assez confortable. Ça permet d'éviter de se poser trop de questions aussi. Les questions que tu t'es posées à 19, je me les suis posées 20 ans plus tard. Et en fait, à tel point que j'ai une collègue un peu paniquée par mon profil, on avait fait un truc de profil psychologique et tout ça, qui me dit « Non mais Solange, il faut absolument que tu te calmes, là, tu es vraiment au bord du burn-out, sois fort, fais un effort, je veux bien faire sans m'écouter », exactement ce que tu décris en vérité dans ton bouquin, Mathilde. Donc, c'est sûr que là, moi, j'ai vraiment bien compris en lisant ça dans ton livre, effectivement, pourquoi elle m'avait dit ça. Et en fait, du coup, quand même, j'écoute un minimum mon intuition, approche de la quarantaine, j'ai besoin de liberté, en fait. Moi, ce qui m'anime profondément, j'ai enfin compris, c'est la liberté. Et donc, à ce moment-là, j'ai besoin de plus de liberté que m'offre pas justement cette grande machine dans laquelle j'évolue avec succès depuis 10 ans. Et du coup, j'affronte mes peurs. La peur du vide, de l'échec, la peur de souffrir, vraiment ce côté-là de l'iceberg, en fait, que j'avais vraiment pas du tout regardé. Et je me mets un petit peu quand même à explorer du coup mes envies, mes émotions, parce que bien obligé, quoi. Quand on dit je quitte mon confort de tout va bien dans une grosse boîte, une gros poste et tout ça, ça force en fait à aller vers ce côté d'être à l'écoute de ses ressentis, qui était mais vraiment à aucun moment un truc que j'avais moi exploré. Et du coup, de fil en aiguille, je monte Médoucine. Alors au début, totalement ignorante en vérité de ces pratiques. Enfin, je les avais un peu découvertes parce qu'elles accompagnent bien les maladies chroniques sur lesquelles je travaillais. Et quand même dans le labo dans lequel on travaillait, j'avais vraiment regardé justement vivre avec une maladie chronique et du coup toute cette partie émotionnelle qui est très importante et l'accompagnement des médecines douces. Donc, je monte ce réseau de thérapeutes et là, je découvre de plus en plus à quoi ça sert. Et finalement, quand on regarde les thématiques qu'accompagnent les thérapeutes du réseau, c'est exactement ce que tu dis, quoi. C'est vraiment des choses du quotidien. C'est-à-dire que finalement, ce que je suis dans le boulot ou que je suis dans la vie, c'est un peu une évidence à dire, mais c'est la même chose. Et du coup, les problématiques qu'on rencontre sur medoucine.com, où les gens viennent prendre rendez-vous directement ou que nous demandent les entreprises, c'est la même chose. C'est je dors mal, je suis trop stressée, du coup j'ai mal au dos et après j'ai trop fumé et puis j'ai trop mangé et puis j'ai crié sur mes collègues ou sur ma famille, voilà. Donc toutes ces problématiques-là que tu décris, c'est effectivement celles qu'on adresse nous au quotidien et en particulier avec les entreprises en vérité. C'est très rigolo de voir à quel point, quel que soit le contexte, en fait on a les mêmes problèmes, les problèmes de notre humanité, hein, certainement, et notamment le stress. Et ce que j'ai constaté, en fait, quand j'ai commencé à creuser pourquoi les entreprises m'interrogeaient sur le stress, c'est parce qu'en fait, en entreprise, on a plein de contraintes. Et plein de contraintes qui existent, quoi. J'ai un patron, j'ai des deadlines, j'ai des restrictions budgétaires, j'ai des collègues, voilà. Mais en fait, du coup, ça, nous, on ne peut rien y changer avec Médoucine. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est la perception de ces contraintes. Donc, rebelote sur l'iceberg et sur la relation aussi que je noue avec moi-même et avec mon entourage pour la rendre plus lumineuse et moins pesante, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est vrai que grâce à Médoucine, au fond de ce qu'on fait, moi-même, ça m'a permis de réfléchir sur aussi ma propre façon de travailler. Parce que quand j'ai commencé à monter cette entreprise, j'avais plus la protection d'une entreprise solide, justement tout ce qui cadre et qui en fait protège aussi. Je me suis retrouvée
face à mes propres croyances limitantes, à mes propres émotions, avec un truc où un jour, comme on est super fragile en tant qu'entreprise au début, on est juste un groupe de gens et puis tout ce qu'on fait a l'air un peu nul. Ben, en fait, un jour, on a l'impression que c'est génial et puis le lendemain, c'est tout nul. Donc, voilà, du coup, ça m'a obligée quelque part à me poser les questions de qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi je le fais, avec qui je le fais, que pensent ces gens avec qui je construis une équipe, parce que ben, voilà, je suis aussi RH de première ligne amateur. Donc, voilà, ça m'oblige en fait à creuser tous les aspects que tu as décrits. Du coup, ton livre, c'était pour moi une bonne révision et approfondissement en fait de tout ce que j'ai pu découvrir en tant que fondatrice et dirigeante de cette entreprise, dans laquelle j'ai à cœur de faire en sorte que les gens soient bien. Voilà, parce que tant qu'à faire, c'est important pour moi, c'est important pour eux. Et en plus, je suis convaincue, c'est le sujet aujourd'hui, que c'est le moteur de la performance. D'autant plus convaincue qu'en fait, je travaille avec un coach, moi aussi, qui coach en fait les sportifs et les entrepreneurs. C'est un coach mental. Et en fait, je suis frappée de voir à quel point c'est évident quand on parle aux gens que c'est pour les sportifs, leurs émotions sont importantes. On voit bien, quand le mec il est en rage ou qu'il est down, évidemment, il ne peut jamais gagner son match. Ben, en fait, pourquoi ce n'est pas aussi évident pour les dirigeants, pour toutes les personnes dans l'entreprise à qui on demande aussi de la performance. Et pourtant, pour eux, ils devraient être complètement derrière un masque et être bloqués de leurs émotions. Donc voilà, du coup, grâce à lui, j'ai aussi exploré beaucoup de choses et compris tout ce qui, moi, pourrait éventuellement me bloquer. Et puis, 2020, année particulière pour tout le monde, et en fait, un cadeau pour moi, d'une certaine manière, parce que dans ce contexte, évidemment, qui est un challenge pour tout le monde et pour mon équipe, je vois aussi à quel point, là, on ne peut plus non plus se dire que les émotions n'ont pas d'impact, quoi, hein, parce que tout le monde réagit de façon tellement violente que ça sort. Et moi, ça m'a obligée à aller un cran plus loin. J'ai rejoint d'ailleurs notamment un réseau de dirigeants qui s'appelle EVH, qui est pour une entreprise vivante et humaine. Donc, on est exactement dans le sujet que tu décris, c'est-à-dire on est des êtres de relation et la qualité de la relation importe. Comment je suis reliée à moi, comment je suis reliée aux autres, quelle est la situation et comment je me relie à cette situation. Et notamment, donc je travaille avec eux sur encore creuser cet iceberg pour moi et pour mon équipe. Et la Bible de ce réseau, c'est un livre qui est écrit par Frédéric Laloux, qui s'appelle Reinventing Organization, qui est en français, et qui parle de l'autogestion. Comment les entreprises devraient être autogérées plutôt que de référer toujours à un patron. Et du coup, de rebelote, ça oblige la relation, hein, évidemment. L'idée, c'est que l'entreprise est en fait un organisme vivant et donc le cerveau, il parle à notre intestin sans qu'on lui demande rien. Hein, donc, c'est exactement ça l'analogie. Et puis, du coup, ça oblige justement à prendre en compte ses émotions. Et du coup, ce qui est beau là-dedans, je trouve, c'est que ça oblige à être soi-même aussi, à apporter son humanité au travail et également à donner du sens à ce qu'on fait, puisque du coup, comme tout le monde peut décider de tout, il faut savoir où va l'entreprise. Et donc, évidemment, pour Médoucine, qui a un sens, hein, aider les gens à être mieux dans leur vie, c'est quand même un beau sens, auquel d'ailleurs se raccrochent beaucoup les candidats qui se tournent vers Médoucine. C'est très important pour moi et c'est aussi un point que tu abordes, Mathilde, c'est-à-dire l'alignement entre mes envies et ce qu'on me demande de faire, quoi, hein. Et si c'est pas aligné, en vérité, à un moment, ça crache. Et donc, pour conclure justement sur une note d'optimisme, moi-même en suivant plus mes intuitions, en essayant d'augmenter ma conscience aussi de ce que je fais, ce que je trouve chouette, c'est que je pense que dans le monde qui vient, d'abord, les candidats qui justement viennent vers Médoucine, ils font un peu leur crise de la quarantaine à 20 ans, donc j'ai l'impression qu'ils ont plus de conscience et ils ont plus envie justement d'aborder ce côté sens et émotion qui me paraît essentiel. Et puis, dans un monde qui sera guidé par des robots et l'intelligence artificielle, je crois que c'est ça, en fait, qui va faire notre différence. Hein. C'est l'intuition et la relation que l'on arrive à créer, parce que ça, c'est beaucoup plus difficile à mimer par un robot, quoi. Voilà ce que je voulais partager. En lui demandant de se présenter et puis peut-être de nous parler de son expérience en entreprise, puisque lui, il a affaire à des cadres, mais qui sont aussi des hommes et des femmes avant tout. Mais c'est important d'avoir son expérience. En effet, ce sont surtout des hommes et des femmes. Mais finalement, l'entreprise, qu'est-ce que c'est si ce ne sont des hommes et des femmes?
avec un petit peu de robot et un peu de machine, mais c'est autour de ça. Alors pour ma part, effectivement, je viens vraiment du monde du business, démarrer une carrière, je dirais, à 20 ans, je parlais couramment en mathématiques. Et puis, peu avant 50, j'ai décidé de passer de l'utilisation du cerveau gauche exclusif à un peu d'utilisation du cerveau droit. Donc là, il y a pas mal d'explications d'ailleurs sur ce sujet dans le livre, mais c'est quelque chose d'important. Et en même temps, donc, j'ai commencé ma carrière dans la banque, dans la technologie, toujours dans l'innovation en réalité, et dans des groupes de toute taille, y compris des startups. Ça m'a donné l'occasion de rencontrer le monde de l'entrepreneuriat sous toutes ses coutures, que ce soit des grands groupes, des petites sociétés. Alors, effectivement, désolé pour les autres, mais vous avez un panel de polytechniciens. C'est la vie, il n'y a pas que ça. Mais je crois que la démarche intéressante, c'est qu'on ne s'attend pas forcément à ce qu'un X soit capable de penser aussi au niveau des émotions. On s'attend plutôt à ce qu'il pense uniquement rationnel. Et je crois que là, ce qui est très intéressant avec mes deux amis, Mathilde Solange et moi-même, c'est que on peut aborder le monde de l'entreprise avec des dimensions tout à fait différentes. Et d'ailleurs, est-ce qu'il ne faut pas aborder le monde de l'entreprise avec une approche différente? Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'idée de cette table ronde, c'est finalement les émotions. C'est important pour les entreprises, mais c'est important pour la performance de l'entreprise. Mais si vous voulez que l'entreprise fonctionne, il faut tenir compte des émotions de ses parties prenantes. Alors, en termes de présentation, effectivement, je vous ai dit, j'ai changé d'utilisation du cerveau un peu avant 50 ans et j'ai monté un cabinet d'un haut placement pour dirigeants qui s'appelle l'Espace Dirigeant. Quelle est la fonction de ce cabinet? C'est d'aider des cadres supérieurs dirigeants qui quittent leur entreprise pour des raisons diverses, volontaires ou involontaires, à retrouver une activité où ils auront du plaisir et dans lequel ils seront heureux. Et pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas heureux quelque part, ils ne résisteront pas et le corps social non plus ne l'acceptera pas. Et c'est vraiment ce que l'on observe au quotidien. Donc, avec cet angle d'attaque qui effectivement s'intéressait à des femmes et des hommes qui ont une responsabilité dans l'entreprise, qui sont des cadres supérieurs dirigeants, qui sont capables d'être dans un comité de direction, qui y sont ou qui sont capables d'y être, et qui sont capables d'entraîner le reste du corps social. Puisque finalement, l'important, c'est ça aussi, c'est d'être à même d'entraîner le corps social de l'entreprise. C'est de traiter, et j'ai trouvé l'image de l'iceberg absolument géniale, Mathilde, parce que effectivement, avec notre bonne vieille formation d'ingénieur, on connaît le principe d'Archimède, mais on n'a pas forcément appliqué à quelque chose qui est clé, qui est le fond de l'être humain, le fond de ses émotions. Et ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, si on adresse juste ce qui sort de l'eau, eh bien, on fait remonter tout le reste. Donc, on a sûrement intérêt, dans un certain nombre de cas, à faire baisser la masse qui est sous l'eau, et ça permettra au contraire d'avoir à l'extérieur quelque chose qui va baisser naturellement. Et ça, c'est pas forcément naturel de penser ainsi. C'est pas ce que l'on observe dans l'entreprise. Dans l'entreprise, souvent, on attaque la problématique de très court terme. On attaque la problématique de la bourse. Donc, il faut raisonner en quarter. Alors que sur le fond, une entreprise est vraiment efficiente si elle va travailler le fond de ses sujets, si elle va aller travailler la gouvernance, si elle va travailler les sujets qui, en fait, vont faire descendre l'iceberg plutôt que de le faire remonter. Et c'est vrai pour toutes les organisations, d'ailleurs. Donc, prendre conscience du fait que l'on peut imaginer dans une démarche où effectivement on est entre deux jobs,
Donc moi, je rencontre des gens qui ont quitté un job, qui cherchent à développer une activité, que ce soit dans un cadre d'une entreprise, dans une activité salariée ou une activité entrepreneuriale ou une reprise d'entreprise ou autre. Identifier dans ce cadeau qui est donné finalement à un moment donné d'avoir le temps de réfléchir, parce qu'on est toujours toujours aux manettes, à aller plus vite, et encore une fois à traiter des problèmes du quarter. Et là, tout d'un coup, on dispose de quelque chose de merveilleux, c'est la possibilité de réfléchir sur moi et sur ce que je veux devenir. Et ça, c'est le travail effectivement de la haute placement tel que nous le pratiquons. Alors, dans le cadre de l'espace dirigeant, j'ai la notion de sens est très vite venue. Et d'ailleurs, il y a une expression de Mathilde, les choses qui n'avaient pas de sens, ça ne me faisait pas envie. Hein, j'ai retrouvé ça dans ton livre. Et c'est vrai, ça n'a pas de sens. Attends, pourquoi est-ce que je vais aller me casser la tête? Pourquoi est-ce que je vais faire autre chose? Donc, la meilleure décision que j'ai prise à un moment donné, c'est effectivement de renoncer à un job de directeur général de banque moyenne, alors que, avec mon épouse, qui travaille également comme moi, nous avons eu 6 enfants et qu'à l'époque où j'ai pris cette décision, j'en avais plusieurs en études supérieures et quelques-uns qui allaient arriver en études supérieures. Donc, un choix entrepreneurial qu'on pourrait quasiment présenté comme une folie, mais finalement, il faut être un peu fou dans la vie et ça permet d'avancer. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a beaucoup de fous autour de ces écrans, puisque tout le monde apparemment aurait pu choisir des voies plus royales ou plus réputées, et en fait, chacun a choisi une voie personnelle dans laquelle il se développe. N'est-ce pas ça la voie royale, justement, Serge? C'est la vraie voie royale, c'est celle où on s'épanouit. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais alors, l'autre particularité de l'individu qui est là, c'est qu'effectivement, l'association des alumni de l'école polytechnique m'a demandé d'animer AX Carrière, c'est-à-dire qui aide un certain nombre de camarades à tout moment de sa vie professionnelle, jeune sorti d'école comme grand ancien retraité. Et donc, effectivement, nous sommes confrontés aussi, finalement, contrairement à ce que l'on peut penser, mais un polytechnicien, une polytechnicienne, c'est quelqu'un comme un autre. Et donc, nous sommes soumis aussi aux émotions. Et donc, c'est vrai qu'à X-Carrière, on voit vraiment toutes sortes de gens et ça permet aussi d'avoir ce… Mais ça, c'est un aspect bénévole de l'activité qui va avec. Alors, il y a des questions. Je propose qu'on les regarde parce qu'il y a quand même des auditeurs qui nous ont posé des questions et ça serait bien je ne sais pas si vous voyez apparaître les questions, mais je vous en donne une. Comment travaillez-vous en entreprise et vous cherchez à apprivoiser l'iceberg émotionnel? Point d'interrogation. N'y a-t-il pas un risque de dévoiler l'intime? Comment est-ce vécu en entreprise? Ça, c'est une question qu'on retrouve par ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a dans la surface couverte de l'iceberg? Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver quoi? Des problèmes familiaux, des problèmes intimes, des problèmes de couple. Qu'est-ce qu'on trouve? De l'ambition réfrénée. Qu'est-ce qu'on trouve? Parce qu'après tout, là, on est dans l'abstrait, mais maintenant, rentrons dans le concret. Quand les gens vous parlent et sans dévoiler de choses personnelles, je dirais, mais qu'est-ce que vous découvrez? Et qu'est-ce qui arrive à celui? Qu'est-ce que vous disent les gens? Mathilde, est-ce que vous pouvez nous dire dévoilez-nous un peu ce qu'il y a dans le bas de l'iceberg? Avec plaisir, puis j'aimerais bien entendre… Merci Olivier d'abord, je ne vous interromps plus comme ça brutalement, mais parce que je vois que le temps passe et il y a des questions et donc il faut qu'on réponde aux questions. Alors Mathilde, allez-y, qu'est-ce qu'on trouve dans cette face cachée de l'iceberg? Alors, merci pour la question. Merci Olivier, et j'aurais envie aussi d'entendre la réponse d'Olivier à cette question quand il accompagne les dirigeants, parce qu'on n'a certainement pas exactement la même manière de faire et la même manière d'aller rencontrer cet iceberg, et on y rencontre certainement des choses apparentées, mais de façon différente. Alors, la question, c'est: y a-t-il un risque de dévoiler l'intime? Comment travaillez-vous, hein? Comment est-ce vécu en entreprise? Alors, c'est important cette question, et d'autant plus, j'ai vraiment d'autant plus envie d'y répondre que je suis à la fois psychothérapeute et coach. Et en fait, dans les deux cas,
moi, je ne travaille qu'avec ce que les gens amènent. En aucun cas, moi, je vais déballer l'intimité des gens contre leur gré. Donc, tout repose sur la confiance. Tout repose sur la confiance et le désir qu'a la personne d'aller à sa rencontre. En fait, l'accompagnant est un outil de médiation entre la personne et elle-même. Donc, déjà, en entreprise, pour moi, il y a deux situations complètement différentes, qui est le travail avec une équipe et puis qui est le travail avec une personne toute seule. Et dans le cadre du travail avec une équipe, on va aller permettre aux gens de se rencontrer. Tu parlais beaucoup de relations, Solange, donc on va encourager la relation à se réhumaniser. On ne va pas proposer aux gens d'aller déballer leur vie intime, et ce n'est pas ça qui va se faire. Les gens se régulent très bien. En général, on a un masque. L'idée, ce n'est pas de le retirer, mais peut-être de le baisser un peu, et chacun va avoir envie spontanément de donner un peu plus. C'est vraiment le parti pris aussi qu'on a fait en préparant cette table ronde, de dire, plutôt que de partager des idées, on a envie de partager des expériences, parce que ce qui nous touche et ce qu'on retient, c'est les expériences, c'est les histoires de chacun. Donc, si moi, je donne un peu plus de mon histoire, je vais inviter mon voisin à me donner un peu plus de son histoire, et on n'aura pas l'impression d'être forcé à se révéler, mais au contraire, ça va nous permettre de créer un lien plus important. J'ai une image pour illustrer ça. Je vais partager encore mon… Je n'ai pas tout à fait fini de répondre à la question. Alors, en même temps, je voulais vous dire que les questions s'accumulent. Alors, je termine vite, mais je partage mon image en même temps. Donc, ça, c'est pour la partie… voilà, je partage. C'est pour la partie entreprise. Vous voyez, rien que là, on crée de l'émotion, en fait, on crée du lien. On est dans quelque chose où on invite les gens à faire équipe d'une autre façon. Voilà, je n'ai pas besoin de développer plus ça, j'explique de façon plus détaillée dans le livre. Donc ça, c'est la partie collective. Après, pour la partie individuelle, il y a déjà suffisamment de sujets à travailler au sein de l'entreprise, avec les problématiques de l'entreprise, pour ne pas avoir forcément besoin d'aller creuser dans le passé ou dans l'histoire de la personne, mais souvent le lien se fait tout seul. Souvent la personne, comme tu disais Solange, on est la même personne à la maison ou à l'entreprise. Donc à partir du moment où on autorise la personne à se reconnecter à toute son histoire et à elle-même, les liens se font. Et ça n'a pas forcément besoin d'être nommé à haute voix. L'accompagnant, des fois, il pose une question, il n'a pas besoin d'entendre la réponse, c'est juste que la personne, elle va cheminer avec cette question. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Comment on fait? Il y a plein de manières. Mais vous avez peut-être, je voudrais des exemples précis de ce que vous découvrez. Par exemple, c'est quoi quand vous, je veux dire, vous recevez en accompagnement une femme, elle vous dit quoi? Elle dit mon mari me trompe, je suis comment s'appelle, mon chef de service me harcèle. Alors, Mais comment s'appelle, un souci avec mes enfants, qu'est-ce qui sort, je veux dire? Est-ce que c'est comme je dirais comme chez Freud, je veux dire, vous découvrez des choses, dites-moi un peu, c'est ça qui intéresse les gens, concrètement. alors, ça peut être tout ça, hein. Ça peut être j'ai des problèmes relationnels dans ma famille ou dans mon couple. Enfin, il y a toujours ça, mais ça, c'est plutôt sur le volet psychothérapie, hein, pas forcément sur le volet entreprise. On ne va pas aller toucher ça, ou en tout cas, on ne va pas aller solliciter ça. Mais ça peut être aussi j'ai pas de boulot, ou j'arrive pas à trouver du boulot, personne ne répond à mes candidatures. Donc ça, c'est un sujet en apparence banal. On peut reprendre le CV, essayer de le refaire de façon logique, et puis regarder, apprendre à scanner des annonces. En fait, moi, en vérité, j'ai aucune valeur ajoutée là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que la personne raconte dans son CV et dans sa lettre de motivation et dans sa manière de se présenter de façon inconsciente, implicite, qui la disqualifie et qui fait qu'elle ne se rend pas visible. Et là, on est directement dans l'iceberg émotionnel. Ça va être des croyances du type non, mais de toute façon, moi, j'ai fait 1 an d'arrêt sabbatique et on ne prend pas les gens qui ont un trou dans leur CV. Donc, même si je vais faire tous les efforts du monde et je vais pédaler comme un vrai bon petit soldat pour faire le bon CV, les bonnes candidatures, à l'intérieur de moi, j'ai la croyance que personne ne voudra de moi. Et du coup, je me sabote. Voilà, ce genre de choses. Mais voilà, je te passe la parole, Olivier. Je sens que tu as envie. Oui, parce que en fait, je pense que ce que tu viens de dire est fondamental. Moi, je ne suis ni psy, ni coach. Je travaille avec des psys, avec des coachs. Dans mon cabinet, j'en ai. Mais personnellement, non. Je suis un monsieur Jourdain de l'accompagnement. Et en même temps, je pense que c'est très important. Il n'en reste pas moins qu'on cite des exemples.
très souvent, alors quand on est dans l'accompagnement individuel, individuel et collectif, c'est deux choses différentes. Quand on est dans l'accompagnement individuel, il est évident qu'il faut avoir cette relation de confiance avec son coach ou son outplaceur qui fait que les choses vont pouvoir être dites et vont pouvoir faire sauter ces croyances. Ce que tu viens de dire sur les croyances de je pense à ça, donc ça doit se voir, donc etc. C'est un raisonnement d'ingénieur qui n'est absolument pas adapté au monde de l'entreprise où justement on va présenter les choses différemment. Exemple, un ancien directeur général d'une grosse boîte internationale qui, au bout de quelques temps, m'explique en fait un des soucis que j'ai, bien que j'ai fait beaucoup d'international, c'est que j'ai un de mes enfants qui est handicapé. Et handicapé de telle façon qu'il faut que je puisse assurer d'une part l'entretien de cet enfant, mais que je sois dans un environnement franco-français pour lui. Donc ça veut dire Paris, la Belgique, la Suisse francophone, mais je ne peux pas aller ailleurs, alors même que moi je travaille à l'international. Autre exemple de même nature, une femme qui a beaucoup travaillé également à l'international et qui souhaite que ses enfants, pour des raisons qui lui sont propres, puissent avoir une éducation dans le monde anglo-saxon. Donc, il faut en tenir compte. Et ça, ces éléments-là ne vont pas être présentés dans la recherche d'emploi, mais tout va être tourné pour faire en sorte que les pistes que l'on va identifier permettent de satisfaire à cette contrainte. Et alors là, langage d'ingénieur, on va faire de l'optimisation sous contrainte, c'est-à-dire qu'il y a une contrainte qui est je dois avoir mon port d'attache dans un environnement franco-français, même si c'est un petit peu à côté. En l'occurrence, pour l'information, il s'est basé à Luxembourg, donc c'est quelque chose d'intéressant. C'est il y a déjà quelques années, mais les choses se sont faites. Et comment est-ce que je vais faire pour tourner, pour faire en sorte que je puisse aller vers une activité qui me convient et faire en sorte de vendre le produit que je suis pour que je trouve l'activité qui va bien. Donc ça, c'est vraiment mon travail, c'est d'identifier quelles sont les différentes contraintes et ensuite présenter, faire en sorte que la piste trouvée soit en cohérence. Sur le travail juste collectif, et pour terminer, et là, il n'y a pas de... L'intime, il est juste entre quelqu'un qui est en secret professionnel, ce que nous sommes tous les trois, et la personne. En collectif, c'est un petit peu différent parce qu'il va falloir manier de façon assez maligne ce que les gens peuvent dire aux autres. Donc là, on va le faire de façon un petit peu différente. Question pour Solange. Bonjour, merci pour ces propos. Est-il possible d'adhérer à titre individuel à l'EVH cité par Solange Arnaud? Et j'étends la question à Médoucine. Oui, alors à titre individuel chez EVH, oui, il me semble que donc il faut être dirigeant, mais on peut être en transition, par exemple. Donc, vous pouvez faire EVH, entreprise vivante humaine, réseau, vous devriez trouver ça facilement. Et puis sur Médoucine, donc on a un réseau de praticiens qu'on qualifie, dont on vérifie le profil, etc. Donc là, ça s'adresse aux professionnels. Et ensuite, pour tout le monde peut aller sur médoucine.com et là rechercher des solutions pour lui-même ou pour ses proches. Et j'en profite puisque j'ai la parole, si je peux apporter un éclairage sur la question d'avant, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent et je vois bien que les entreprises ont un degré de maturité différent, on va dire, sur l'arrivée du perso dans le pro. Et du coup, il y a des entreprises où on voit que dès qu'on dit médecine douce, tout de suite c'est santé. Alors la santé dans l'entreprise, on n'en veut pas. Et d'autres qui ont peut-être avancé sur ce sujet, qui disent en fait, oui, on a des gens, ils sont là avec ce qu'ils sont aujourd'hui et maintenant, et donc il va falloir s'en occuper et faire du mieux pour eux. Ceci étant, je crois qu'il y a quand même de plus en plus d'ouverture là-dessus, parce que partant de ce simple constat qu'on est la même personne en entreprise et dans le privé, et que si on a mal au dos ou un problème perso, on ne va pas avancer. Et du coup, chez Médoucine, je vous disais, on a pas mal réfléchi à ces sujets-là, et je voulais partager mon expérience
expérience collective du coup de feedback de fin d'année qu'on a complètement changé. En fait, on a fait une sorte de 360, mais live. Donc, on met une équipe dans une pièce et chacun fait un petit peu le bilan de son année, comment il a ressenti, et les autres lui disent ce que ça leur a apporté de travailler avec cette personne. Et en fait, c'était assez merveilleux comme exercice. Alors, franchement, là, moi, je ne suis pas du tout là-dedans dans la théorie et mon équipe n'est pas du tout formée à ça, mais j'avais quand même parlé avec un coach pour vérifier qu'on ne faisait pas n'importe quoi. Et effectivement, ça a été hyper riche et il y a des gens qui ont sorti des choses très personnelles dans ce cadre-là. Et je pense que c'était important pour elles que ce soit sur la table et ça a permis à tout le monde de s'apaiser beaucoup, y compris de se renforcer en fait, renforcer son finalement son côté narcissique dont tu parles, Mathilde, c'est-à-dire sa confiance en soi, parce qu'il y a des gens qui ont révélé des fragilités et les autres finalement lui ont dit des choses très belles sur pourquoi c'était une personne forte, quoi. Voilà. Donc je pense que tu encourages. Merci, Clément. J'ai justement une question, c'est ne pourrait-on pas, sur les fragilités, ne pourrait-on pas capitaliser sur les fragilités de chacun pour construire des collectifs de travail plus solidaires et plus créatifs, tout en préservant l'intimité de chacun? Autrement dit, ça veut dire quoi? S'assembler et parler des fragilités, un peu comme je dirais, les alcooliques anonymes. Est-ce que c'est ça la question qui est posée? Je le redis. Je me retourne vers la fille. Sur la fragilité de chacun pour construire des collectifs de travail plus solidaires et plus créatifs. En fait, il me semble que c'est ce qui est développé dans des thérapies collectives, non? J'ai l'impression. Alors moi, c'est pas du tout ça que j'entends dans cette question. Alors c'est bien parce que moi, je suis que le porte-parole. Vas-y, Mathilde. Ce que j'essaie de raconter dans le début du livre, c'est que tout dépend de la façon dont on regarde le sujet. Donc, est-ce qu'on appelle fragilité quelque chose qui est de l'ordre d'une blessure intime un peu honteuse et qu'il faut cacher, ou est-ce qu'on appelle fragilité quelque chose qui fait partie de nous et sur lequel on peut s'appuyer pour autre chose? Par exemple, l'exemple qui me vient là spontanément, mais j'ai vraiment envie d'entendre, je pense que ce que tu viens de partager, Solange, comme très belle expérience, ça illustre bien ça. L'hypersensibilité. Les gens qui se désignent comme hypersensibles considèrent souvent ça comme un défaut, comme une plaie, comme un truc lourd à porter, parce que du coup, ils sont agressés sans arrêt par le monde extérieur et ils sont vécus comme chiants, voilà, parce que moi, je ne supporte pas les odeurs, ou moi, je suis tout de suite touchée par ça et ça. Et en fait, ces personnalités-là, quand on récupère juste sa nature d'hypersensibilité sans mettre un jugement de valeur dessus en disant je suis comme ça, ils ont une valeur énorme dans l'organisation parce qu'ils vont repérer tout de suite là où il y a un non-dit, là où il y a un truc qui n'est pas encore très visible, mais qui va craquer un jour. Ça peut devenir… Il y a beaucoup de valeurs à utiliser. Donc, l'idée, c'est plutôt de chercher quelle est la force dans la fragilité. Pas de considérer la fragilité comme un truc positif ou négatif, mais comme une caractéristique dont je suis équipée. On est tous différents. Il y a des gens qui sont solides comme un roc et qui vont avoir une capacité à être persévérants, etc. Et de temps en temps, c'est un peu écrasant. Ça peut être vécu comme écrasant par les autres et de temps en temps, au contraire, ça peut être vécu comme un moteur par les autres. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière d'être, mais il y a une bonne et une mauvaise manière de regarder et d'utiliser ce qui est là. Donc oui, il faut utiliser les fragilités, elles sont là. Donc soit on fait comme si on n'en avait pas et on se met sans arrêt en situation de crash, hein, comme tu disais, c'est le mot que tu as utilisé, Solange. Au bout d'un moment, ça ne marche plus si je me mens à moi-même sur ce que je suis et ce que je suis en train de ressentir. Soit je me prends tel que je suis et en fait, il y a une face cachée positive dans tout. Alors, je ne sais pas si ça répond. Mais… De Marie-Hélène. Fondamental. Souvent, les gens qui ont des fragilités ont du coup développé des techniques de contournement qui peuvent être utiles à tout le monde. C'est les plus forts en vérité pour gérer ces problématiques. Donc, Marie-Hélène poursuit sa question. Trouver des méthodes d'animation ad hoc pour capitaliser sur les fragilités de chacun. Oui, mais encore une fois, je crois que le terme de fragilité ce n'est pas le meilleur. La diversité de l'équipe est fondamentale. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Beaucoup d'organisations n'ont que des clones. Ça ne marche pas.
la force d'une organisation, c'est le fait d'avoir des personnes différentes, avec des postures, des compétences différentes, etc. Et ce travail-là en équipe, donc l'animation d'équipe tournée autour des spécificités de chacun et de la façon dont on peut avancer, c'est ça ce qui est clé. J'ai vu dans le livre un truc génial qui était le génie de la vie. C'est finalement, on trouve toujours de nouvelles ressources pour franchir l'obstacle. Et il n'y a pas d'obstacle, il faut juste penser en termes de contournement. On a plein d'exemples autour de ça. Hein. Je veux dire, vous avez un mur en face de vous, oui, ok. Sauf qu'il se trouve qu'il y a un portail sur le côté. Passons sur le portail. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, il faut effectivement découvrir cette force que l'on a en chacun et faire en sorte de travailler cet ensemble. Je crois que vous répondez d'ailleurs à une question complémentaire de Marie-Aline qui disait la fragilité, on ne va plus utiliser le terme fragilité, mais fait que de l'autre qui est complémentaire et ça consolide l'équipe. Je crois que vous avez répondu à cette question. J'ai une question, c'est alors là, comment convaincre le comité de direction, un conseil d'administration d'investir sur le capital humain? Et alors, je crois que c'est un peu injuste parce que quand même, la plupart d'entre eux, ils pensent, je dirais, 24 heures sur 24. Mais disons, comment dirais-je, je vous lis la question convaincue. Cependant, l'enjeu est bien de convaincre un comité de direction, un conseil d'administration, même sur l'investissement sur le capital humain de leur entreprise versus leur KPIS, court terme. KPIS, je ne sais pas ce que c'est, mais vous allez m'expliquer. Quels sont les meilleurs arguments et retours d'expérience concrets que vous leur donnez pour les convaincre? Donc, comment vous allez convaincre les patrons, les membres du conseil d'administration d'investir dans l'humain? Solange, qui fait ce travail-là, est-ce que tu veux répondre à cette question? Moi, je suis un peu des deux côtés de la barrière, il faut que je me convainque moi-même. Parce que, en plus, c'est d'autant plus que Médoucine est quand même une boîte fragile économiquement. Hein. Donc, j'ai un enjeu de résultat qui est énorme et qui est vital pour l'entreprise. Et en fait, c'est vrai que c'est un chemin personnel. Et ce que je constate, c'est que pour voir aussi nos clients entreprises, à nouveau, il faut qu'il y ait quand même une personne effectivement qui porte à cette conviction parce que il n'y a pas forcément un rendu immédiat ou en tout cas des grandes études pour dire je fais ci, il se passe ça. Ce n'est pas comme dans le médicament effectivement où je prends la pilule bleue et j'ai des meilleurs résultats. Là, c'est quand même assez… il y a pas mal de complexité là-dedans. Ceci étant, je crois que les entreprises qui s'y mettent n'en reviennent pas. Donc, c'est bien qu'elles y trouvent leur compte, d'une part. Et après, je vous disais, moi, j'ai ce bouquin là, de Frédéric Laloux là, qui m'a aussi beaucoup aidé parce que là, c'est une version vraiment très extrême avec des exemples d'entreprises qui ont embrassé complètement ce mode de fonctionnement basé sur la relation, l'humain, l'autogestion, etc. Donc, pour beaucoup de conseils d'administration ou d'investisseurs, c'est sans doute très flippant et ça donne des résultats extraordinaires. Voilà, donc je pense qu'après, ça peut donner envie d'en mettre une petite touche à droite à gauche. On n'est pas obligé d'aller directement dans l'extrême. Je crois que donner envie, c'est clé d'ailleurs dans beaucoup de domaines et qu'en réalité, il faut leur parler ROI, quoi. Donc, les indicateurs de performance, les KPI, les évoqués tout à l'heure, leur rendement, si vous raisonnez en termes de vision d'entreprise et donc en termes de vision long terme, vous avez une performance régulière sur le long terme. Évidemment, si vous êtes une entreprise que vous voulez vendre au bout de 6 mois, le problème se pose différemment. Mais l'économie, elle tient avec la vision, elle tient avec une vision long terme. Ce qu'ont bien compris d'ailleurs la plupart des groupes familiaux, qui sont ceux qui survivent, y compris dans la période actuelle où nous sommes terriblement secoués au plan économique. Oui, merci beaucoup à tous les deux. J'ai envie de rajouter un angle encore un peu diagonal pour répondre à cette question. Je vois que c'est la fin, donc je vais être très brève. Mais parce que ce mot convaincre, moi, c'est un mot qui m'a toujours fait un peu peur. Pourtant, j'ai fait du marketing, j'ai fait du commercial, mais ce truc de convaincre l'autre de ce qu'il doit faire. Et là, en tant qu'accompagnant, je fais exactement le contraire. Moi, je crois beaucoup à la notion de porosité. C'est-à-dire que je vais être convaincue
de quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai vécu, que j'ai senti, qui m'a fait bouger, qui m'a apporté des choses. Et à partir du moment où je sais ça m'a apporté des choses, comme j'en suis convaincue, je contamine de ma conviction la personne à côté de moi. Et c'est ce que tu disais, Solange, c'est une personne convaincue dans l'entreprise. C'est ce livre-là où tu vois des gens qui en ont tiré des bénéfices et tu te laisses toucher. Mais je pense que c'est vraiment, ça passe par une personne dont on connaît l'expérience. C'est aussi pour ça que je raconte plein d'expériences, de cas concrets dans mon livre, parce que je trouve que c'est ça qui nous touche et qui nous dit, on se reconnaît. Voilà. Et puis moi, j'ai vécu un truc, j'ai été transformée. Et du coup, je vais me rendre convaincant. Enfin, voilà, j'avais envie d'apporter ce complément. Mais je suis d'accord. Le virus de l'humain pour être plus fort, c'est génial. On est en pleine actualité. Pour conclure, je dirais peut-être que j'ai une question qui va peut-être réouvrir le débat, mais comment fait-on pour choisir un médecin, un sophrologue, un coach, etc. Parce que on voit que beaucoup de gens ne franchissent pas le pas. Et quelle est votre expérience? Enfin, je veux dire, si vous deviez… Ce qui est important, après tout, à la fin de ce webinaire, c'est de savoir comment, pour aller mieux, on se tourne vers la bonne personne. Donc, vous, comme coach, qu'est-ce que vous diriez comme chemin? Quel chemin conseilleriez-vous aux gens? Parce que tout le monde a mal au dos, tout le monde a des soucis, tout le monde a… Alors, moi, la réponse, elle est très simple. C'est une question qu'on me pose tout le temps. Quand vous dites qu'elle est très simple, c'est pas simple du tout. Quand vous dites que c'est très simple, c'est en général pas simple du tout. Mais allez-y. C'est aller vers une personne qui vous inspire confiance. Essayez de sentir à l'intérieur de vous, j'ai envie de confier ma fragilité à cette personne, ou je me méfie, parce que des fois, on se rend compte, quand on creuse un peu, qu'on se dirige vers des praticiens parce qu'on nous a dit telle personne, elle est super, tu vas voir, et qu'on se laisse maltraiter par des gens par qui on ne se sent pas accueilli, avec qui on n'est pas en confiance. Donc vraiment, pour moi, la première clé pour choisir, que ce soit un psychothérapeute, un coach ou même un boulanger, moi, les boulangers qui me parlent pas, qui sont pas sympas avec moi, j'ai pas envie d'y retourner. Je préfère aller dans une boutique où le pain sera peut-être un peu moins bon, mais où on va me sourire en fait. Donc voilà. Alors après, il y a des critères et je pense qu'il faut aller sur Médoucine. Tout est super bien expliqué, les diplômes, les types de pratiques, savoir comment. Mais choisissez la personne. Donnez-vous le droit de choisir la personne à qui vous allez confier votre fragilité. Une autre question, lorsque vous avez une personne en face de vous, est-ce que vous conseillez d'aller voir d'autres collègues, de dire ça, c'est pas mon domaine, ça, c'est un cancer du sein, ou vraiment, je ne suis pas compétente pour le traiter? Quelle est votre réaction? Parce que les gens viennent vers vous et le risque, c'est un petit peu disons, de jouer le rôle de gourou. Enfin, je veux dire, il y a des abus. Comment est-ce que vous pensez pouvoir cadrer les gens? Je suis sûr que toutes les 3 personnes qui sont là, je veux dire, ne sont pas dans ce cas-là, mais il y a beaucoup de gens qui sont naïfs, on l'a vu dans les questions, il y a des gens qui sont naïfs. Comment peut-on borner et comment peut-on diriger les gens vers la bonne personne et éviter les abus? Ce serait une sorte de conclusion. Voilà. Je dirais, de toute façon, il y a une déontologie à laquelle chacun d'entre nous, à des degrés divers, adhérons, voire des chartes. Hein. Je suis adhérent Syntec Conseil, il y a une charte de déontologie à laquelle nous souscrivons. Bien entendu, il est préférable que quelqu'un qui vient nous voir voit aussi d'autres personnes pour pouvoir ne serait-ce que faire un choix. Donc, s'il ne le fait pas naturellement, on va forcément lui conseiller. La plupart le font et vont après s'orienter vers effectivement souvent la personne avec laquelle le fit est le meilleur, la confiance est la meilleure, tout en respectant effectivement des vrais professionnels. Mais… Et le résultat aussi. Oui. Et vous avez raison que la capacité à réorienter vers d'autres professionnels là où on atteint ses limites est un bon indicateur de qualité, je dirais. Très bien. Mathilde, un dernier mot. D'abord, moi, je vais terminer simplement en remerciant les 3 intervenants, les auditeurs, dire que c'est extrêmement riche. Tout ce que vous avez dit touche chacun, parce qu'on a tous des expériences, on se dit, tiens, ça, je l'ai vu, ça, je ne l'ai pas vu, ça, je ne l'ai pas dit, ça, je l'ai dit. Et je pense que c'est vraiment une voie très nouvelle que vous ouvrez sur le grand public, je dirais. Pas forcément pour vous, mais nouvelle pour le grand public, c'est qu'on peut se tourner vers les autres pour se guérir soi-même. Voilà. Mathilde, un dernier mot? Alors, merci. Je voudrais dire 3 derniers mots. Déjà, vraiment un grand merci à
à vous, Serge, Olivier, Solange, parce que c'était hyper riche pour moi de ce dialogue. Deuxièmement, plus spécifiquement à tous les auditeurs qui nous ont écoutés et qui ont posé des questions, merci beaucoup. Et je suis désolée parce que j'ai vu qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Donc voilà, toutes mes excuses. J'espère que la discussion pourra se poursuivre. Et juste pour finir sur ce que vous venez de dire, Serge, le mot de la fin pour moi, c'est de dire oui, on peut se tourner vers quelqu'un pour nous aider. Et j'encourage tout le monde à le faire parce que rester et se cacher dans un petit coin quand on souffre en attendant que ça aille mieux, ce n'est pas forcément une stratégie toujours optimale. Et vraiment l'ambition que j'ai avec ce livre, c'est aussi que en comprenant mieux l'articulation de ce mécanisme d'accompagnement, on soit aussi capable de mieux s'accompagner soi-même, c'est-à-dire d'être plus sympa, d'être moins dur avec soi-même, de dire ok, là j'ai une émotion, je vais juste déjà accepter qu'elle existe, voilà. Donc je vous souhaite à tous d'être un meilleur accompagnant pour vous-même. Merci beaucoup à tous. Mathilde. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.